Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance de questions-réponses. Je suis en train de préparer les conférences, donc je vous rassure, ceux qui m'écrivent, je suis en train d'y travailler. C'est qu'avec le confinement et tout ça, on a dû réorganiser notre travail. Ça a été assez intense, donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de questions-réponses. Si vous avez des questions sur les conférences que je poste sur ma chaîne YouTube, vous pouvez m'écrire vos questions, vos commentaires sur la chaîne YouTube, mais moi je préfère quand vous m'écrivez par email. Et pour ça, vous pouvez remplir un petit formulaire sur mon site guillemkezak.com. L'adresse est indiquée en dessous dans la description. Vous avez aussi mes dates de stage, le voyage initiatique en Grèce. Je viens en Europe, en Nouvelle-Calédonie, en Suisse, en France. En tout cas, vous pouvez regarder sur le calendrier les activités qui viennent. On commence les questions-réponses. Alors, une question de JNFR. Que pensez-vous du fait d'avoir un animal de compagnie, principalement chien et chat? Car les autres animaux vivent enfermés dans des cages. J'ai horreur de ça. Mais nos maisons et notre mode de vie sont aussi pour les chiens et chats des sortes de cages que nous leur imposons pour nous sentir moins seuls peut-être. Quel est votre point de vue face au fait d'être accompagné dans sa vie par un animal et pas posséder un animal évidemment? Donc, ce qu'explique l'enseignement essénien, c'est que les animaux font entièrement partie des humains et que l'humain contient l'animal, comme l'humain contient le végétal, et l'animal contient le végétal aussi. Chaque règne de la nature se développe et s'expand dans une multiplicité d'expériences. Donc il y a le monde minéral qui forme le fondement, le premier règne, et le monde minéral s'expand et entre dans une nouvelle phase à travers le règne végétal qui est végétal, mais qui contient le minéral, qui se pose sur le minéral dans sa structure même. Puis il y a le monde animal et le monde humain. Et donc, les humains incluent le monde animal. Le monde animal n'est pas du tout à l'extérieur de nous. Si tu vois le monde animal à l'extérieur dans des documentaires comme ils en font des super, hein, vous voyez, c'est une épée à double tranchant. La contrepartie de toute cette connaissance phénoménale qu'on a aujourd'hui du monde animal, hein, on va observer des poissons dans les planchers océaniques et tout ça, on voit des choses qu'on ne verrait jamais dans la vraie vie normale. La contrepartie de ça, c'est qu'on peut développer la croyance qu'on sait, qu'on connaît. Et ça tourne notre regard et notre perception extraordinairement vers l'extérieur. Et du coup, on pourrait finir par croire que l'animal est à l'extérieur. Alors qu'en réalité, l'animal est à l'intérieur de l'humain. Et l'animal extérieur, c'est le vrai animal, bien sûr, parce que c'est le règne animal. Mais si tu dois chercher en tant qu'humain la connexion, la reliance avec ta propre animalité. Sans ça, tu auras une perception extérieure de l'animal et tu ne réussiras pas réellement à entrer en contact avec lui. Ça va être difficile, un petit peu comme j'en ai parlé dans la conférence qui est sur la chaîne YouTube sur les enfants et l'éducation des enfants. Quand tu te sépares de ton enfant intérieur, tu considères l'enfance comme quelque chose d'extérieur et énormément de problèmes découlent de ça. C'est la même façon avec le masculin et le féminin, l'homme et la femme, la terre, la nature, la planète. L'humain ne perçoit plus du tout, il ne se perçoit plus lui-même, et donc il est entièrement projeté à l'extérieur dans une recherche de lui-même à l'extérieur, dans un savoir extérieur. Donc souvent, moi je pense que la cohabitation animale est fondamentale. Je pense qu'il y a un échange magnifique avec des animaux à plein de niveaux, et je pense que des hommes qui vivent dans une relation très saine et harmonieuse avec les animaux, comme c'était le cas avant l'industrialisation, c'est très sain. Et je pense qu'il y a vraiment un échange et une synergie très saine. On voit ça avec certains, vous écoutez parler certains bergers, certains apiculteurs, ils vous parlent de leurs animaux vraiment avec beaucoup d'amour et
de communion. Ils sont en fusion avec leurs troupeaux, avec leurs essaims, comme les jardiniers avec leur jardin. Je trouve que c'est très sain. En ce sens, il me semble que le véganisme est une réponse extrême à un problème évident et la recherche d'un équilibre. Mais pour moi, c'est un extrême et je pense que la collaboration avec les animaux, elle est très saine. Je trouve ça très sain de boire du lait d'une vache. Je trouve ça sain de manger du miel. Donc je ne suis pas du tout vegan moi-même et je trouve que je comprends. Et puis chacun est libre de faire comme il veut, hein. Ça fait pas d'une personne une mauvaise personne du tout, loin de là. Je pense que si les Occidentaux étaient plus véganes, la planète serait peut-être moins en déséquilibre. Mais le vrai équilibre ne sera pas à l'extérieur. Il provient de retrouvailles avec l'animal à l'intérieur. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que quand tu vois des chiens qui se reniflent, il faut te mettre à quatre pattes et faire comme eux. Les animaux, bon, ça c'est énormément étudié dans l'école des anges, hein, la formation en ligne École des anges, on parle beaucoup de ça, c'est des parties très importantes. C'est vraiment des bases de la tradition essénienne et de la façon de vivre essénienne. Les animaux incarnent tout ce qui est perception sensorielle et toutes les émotions qui peuvent découler de ça. Et quand vous regardez un animal, il est entier dans une émotion. Il n'est pas ambigu. Il n'a pas d'incohérence comme l'être humain. Il est comme il est. Quand il est en colère, il est en colère. Quand il est joyeux, il est joyeux. Les chiens, par exemple, ont une vertu de fidélité qui est extraordinaire. Ils incarnent la fidélité. Vous voyez, l'animal, on pourrait dire qu'il est l'expression d'un sentiment entier et total. Et en ce sens, l'animal est comme le gardien du sentiment parce qu'il ne fait pas de mélange. C'est pour ça d'ailleurs que c'est assez hallucinant quand vous regardez comment des fois les animaux se font maltraiter et qu'ils restent fidèles aux humains. C'est vraiment... il y a des grandes leçons hein, qu'on pourrait prendre. C'est parce qu'il est comme ça. Il est entier, il est complet. Et du coup, l'animal est comme un petit peu le dépositaire des émotions. Il est le gardien des émotions parce qu'il est beaucoup moins influençable et changeant que l'humain. C'est les humains hein, qui abandonnent les chiens au bord des routes avant de partir en vacances en été. Ou qui changent d'avis parce que l'animal a grandi, alors ils le mettent dans les chenils et tout ça. Là. Donc quand on vit avec des animaux, c'est extrêmement équilibrant parce que c'est nutritif pour la vie émotionnelle, la vie du cœur, la vie des sens. C'est très très équilibrant, c'est très thérapeutique parce que justement l'animal est très très entier dans ce qu'il ressent. Il peut nous aider à nous ramener, à nous recentrer, à être beaucoup plus intègres dans notre cœur. Et moi je pense qu'il y a des animaux qui se sont approchés des hommes et qui aiment vivre avec. Ce sont des animaux qui changent leur destinée, leur chemin d'évolution. Et beaucoup sont à la fin de leur évolution. Vous avez beaucoup de chiens et beaucoup des chiens hein, qui sont très très proches de la vie des hommes. Et vous voyez qu'ils commencent à faire émerger à l'intérieur d'eux une pensée en tant que telle, une pensée très proche de la pensée humaine. Donc avoir des chiens, des chats, moi je trouve que c'est très intéressant. Mais c'est pas... Vous voyez ce qu'on aime chez les enfants, c'est la candeur, la pureté, l'innocence, le tout possible. Par contre, en grandissant, bien souvent, on perd ça. Et ensuite, on voudrait que les enfants le fassent à notre place. On voudrait les regarder, se nourrir un petit peu de les regarder comme ils sont candides, comme ils sont purs, comme ils sont beaux, puis retourner à notre monde qui n'est pas candide, qui n'est pas pur, qui n'est pas beau, qui n'est pas dans le tout possible et la simplicité. Et on vient se régénérer comme des vampires vieillissants auprès des enfants. Vous avez ce film Dark Crystal qui est extrêmement bien fait, qui représente des processus réels. Si vous voulez comprendre le vampirisme, regardez Dark Crystal, hein, le cristal noir. C'était tout début des années 80. Ce sont comme des marionnettes qui racontent cette histoire. C'est très intéressant. Et vous avez ces êtres qui sont très vieillissants, vieux, et qui sont les adultes. Et vous avez ces êtres qui sont les enfants permanents. C'est des adultes, mais qui ont gardé l'enfance intérieure, et ils se font vampiriser. C'est vraiment un processus réel.
Et donc, les animaux, vous voyez, c'est important en tant qu'être humain de jouer son rôle et d'assumer sa fonction et sa voix dans le cœur de toute la création. On a une voix à tenir, une note à tenir. C'est important de le faire. Et je trouve que souvent, on se sert des animaux comme d'un médicament allopathique. On a un manque, on ne fait pas le vrai travail pour changer son terrain au niveau de la santé, pour changer ses habitudes de vie, pour changer de dynamique. Ainsi, on entretient beaucoup euh, la maladie et on va sans arrêt chercher chez les êtres des sources de régénération qui sont temporaires. Donc je trouve que si on a des animaux, c'est important d'essayer de vivre en accord avec eux, en harmonie avec eux, et qu'ils nous montrent, parce qu'on peut prendre des leçons de vie d'animaux. Ils peuvent nous montrer comment fonctionnent en vrai nos émotions, notre cœur, nos perceptions sensorielles. Beaucoup plus simple, beaucoup plus entier que ce que l'humain fait. Et en ce sens, ça serait une vraie thérapie, mais à long terme. Une vraie thérapie, pas juste un médicament de soulagement. Alors là, on parle des animaux qui vont vers les humains. Personnellement, moi, je ne pense pas qu'il faille avoir d'oiseaux en cage. Euh, les poissons, peut-être, c'est un petit peu différent parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup moins conscients. Mais quand même, c'est vraiment très étrange de soustraire un être aux expériences que la nature pourrait lui faire mener. Quand je vois les serpents en cage, les araignées, bon, c'est des choix. Aujourd'hui, on vit dans une époque vraiment spéciale où on peut faire ce qu'on veut et de toute façon, c'est bien, c'est un test. Chaque être est évalué aux yeux de l'univers entier, qu'est-ce qu'il fait de sa vie et de toute la liberté et les possibilités qui sont données à notre époque aujourd'hui. Donc, vivre avec un animal, oui, euh, dans certaines conditions. Moi, je pense que les dauphins, par exemple, les orques, qui sont enfermés pour nous faire applaudir, c'est extrêmement malsain. Et ça vient vraiment d'une vision matérialiste. Et justement, si tu es relié à ton animal intérieur, jamais tu ne vas faire ces choses-là. Donc tu vois, si tu es en connexion avec ton instinct, avec ton cœur, avec tes émotions, pas dans le sens humain, dans un sens très très naturel, simple, entier, qui est animal par nature, tu vas savoir ce que tu peux faire, ce que tu dois faire et où est la limite, où est la justesse de l'action. Donc c'est plus ça que des principes qui seraient donnés. Parce que vous voyez même les sociétés protectrices d'animaux, j'avais rencontré une fille qui y travaillait, puis elle me disait qu'elle avait été très déçue parce qu'elle pensait sauver le monde. Et en fait, elle passait son temps, elle me disait au bout de 48 heures, les chiens sont, quand ils ne sont pas choisis, on les gaze, on les tue, et puis elle s'était rendue compte que c'était une industrie de gestion de la crise, de la surpopulation dans les villes et tout ça, des animaux. Et oui, c'est ça. Donc c'est pas nécessairement un mieux, hein. Donc voilà, JNFR, ce que je peux te dire. Une question de Léo. Y a-t-il un lien entre les enseignements délivrés par les écoles mystiques égyptiennes et ceux des Esséniens? Oui, ça c'est vraiment une vision académique Wikipédia, hein, de l'histoire qui est découpée en tranches. C'est vraiment l'histoire de Seth, hein. Seth, vous savez, le dieu égyptien du chaos et du désordre, qui emprisonne son frère Osiris dans un sarcophage et qui le découpe en morceaux. C'est vraiment le récit de la vision qui est rentrée à l'intérieur de l'œil de l'humain, qui s'est emparée de lui, parce que c'est un dieu, Seth, c'est un grand principe cosmique du chaos. Il rentre à l'intérieur de l'homme et il fait que l'homme découpe la matière et ne voit que des parties et des fractions. Et on appelait le diviseur, Satan, on l'appelle le diviseur, il me semble, dans la mythologie chrétienne. C'est-à-dire que cette façon de voir, qui est vraie, on est effectivement des êtres séparés et différents. Je ne suis pas la même chose que la caméra, je ne suis pas la même chose que la plante. Vous voyez, on est effectivement. Mais quand on s'enferme dans ce sarcophage, on a un éclatement de la perception et de la vision, et ça c'est dramatique. Les conséquences sont vraiment catastrophiques, ça amène le chaos et le désordre. C'est ce que les Égyptiens, c'était leur obsession de lutter contre ce chaos et de ramener à chaque fois une unité, une cohérence. Donc,
Quand tu étudies des traditions, par exemple, tu étudies à chaque fois des expressions des manifestations qui sont des corps. C'est un corps comme un enfant, un être qui naît. Euh, il vient et il manifeste et sa vibration propre, sa nature particulière, et il participe à l'unité d'ensemble, comme dans la forêt. Euh, Tu vois, chaque créature fait son travail, joue son rôle, euh, mais participe à une intelligence collective, universelle. Ça, c'est vraiment une vision essénienne. Donc, en ce sens, la tradition égyptienne, qui en réalité a commencé à dégénérer du point de vue essénien il y a extrêmement longtemps, hein, puisque Akhenaton, Moïse ont fait des tentatives pour ramener un équilibre. Ça veut dire qu'il y avait déjà un équilibre patent. Donc, et du point de vue essénien, plus tu as des expressions de la religion égyptienne archéologique, moins tu as d'esprit. Tu vois, donc ça veut dire que, c'est bizarre à dire, mais les grands temples qu'on va visiter sont les squelettes d'un cadavre dont la décomposition était déjà pas mal avancée. L'Égypte, dont les temples étaient la nature elle-même, la vallée du Nil, le désert, était la plus pure, la plus vraie, la plus puissante. Et ensuite, tout ce que tu vois comme construction sont des tentatives de préserver l'héritage et la mémoire, et les alliances avec les dieux, avec les entités supérieures avec lesquelles ils travaillaient. Donc plus tu avances dans le temps, plus tu as une dégénération de l'Égypte, et plus tu as l'incarnation du pouvoir et de la divinité par un homme. Et l'aboutissement, c'est Ramsès, toute le Horemheb, tout ça, si tu veux, tous ces êtres qui ont commencé à avoir l'idée que c'était eux Dieu. Et cette attitude humaine, cette façon d'être et de se considérer, et de considérer les autres, elle a abouti après avec Auguste, César, le principe du César, hein, le tsar, le principe du seigneur qui domine et de l'empire. Et donc les notions d'empire égyptien. De toute façon, quand tu vois dans l'histoire égyptienne, à partir des périodes intermédiaires, hein, même la première, si tu veux, pour que l'Égypte soit envahie et remise en question dans ses structures, c'est que ça a été envahi d'abord au niveau spirituel, mystique. Et ensuite, il y a une invasion physique. Et la signature finale, c'est l'apparition du char et de la roue dans l'Égypte. À partir du moment où tu vois que les Égyptiens utilisent des chars avec des roues et font la guerre avec, c'est qu'en réalité, de l'intérieur, le cancer se généralise, a pris le pouvoir, les plus hautes sphères du pouvoir religieux et temporel. Et en réalité, tout le reste n'est qu'une décadence. Donc quand on s'extasie devant Toutankhamon, moi-même, hein, c'est hallucinant. Hein. Les temples, les statues de Ramsès et tout ça, le temple d'Hatshepsut, tout ça était une époque extraordinairement décadente en réalité. Et ça n'a pas arrêté. Même s'il a resté une lumière phénoménale parce qu'on partait de très loin, de très haut plutôt, hein, mais on est toujours dans une décadence. Donc, chaque culture, chaque expression est particulière et spécifique. Et en même temps participe à un fil continu. Donc il y a, quand tu pénètres au cœur d'une tradition, tu vois que tu n'es plus dans la périphérie, la surface, tu rejoins la totalité de toutes les traditions. Et tu comprends l'universalisme, l'universalité, mais tu comprends aussi la spécificité et l'importance de la spécificité. Et il y a une démarche négative d'universalisme qui voudrait que justement il n'y ait qu'une seule forme ou plus de formes. On enlève les formes, les expressions particulières parce qu'on n'en a plus besoin. Ou alors on doit tous avoir la même forme. Pour moi, c'est la même démarche. Et c'est une erreur. Il faut qu'il y ait plusieurs langages. Il faut qu'il y ait plusieurs couleurs d'être, plusieurs façons d'être. Il faut qu'il y ait une infinité. Il faut qu'il y ait, aujourd'hui, on dirait une biodiversité. Il faut qu'il y ait, tu vois, l'alliance que montre Dieu à Moïse, à Noé, dans l'Ancien Testament, après le déluge, c'est un arc-en-ciel.
c'est pas une chose, une couleur, c'est un arc-en-ciel. Tu vois? Et il veut dire que cette diversité harmonieuse et cohérente et organisée, c'est le signe de l'alliance avec l'intelligence divine universelle. Si tu veux savoir si un être est avec Dieu, eh bien, il est avec tous les êtres, mais il est qui il est. Il est spécifique et universel. Donc, il y a un lien absolument entre les écoles mystiques égyptiennes et la tradition essénienne, bien sûr. Mais la tradition essénienne s'exprime à sa manière. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus en Égypte, on n'est plus à cette époque-là, l'humanité n'est plus la même. Donc, les expressions évoluent et changent. Comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, Jésus, il parle souvent dans les évangiles de la brebis, le pasteur et tout ça, la vigne, mais parce qu'il parle en Palestine à cette époque, à des humains qui étaient énormément en contact avec leurs troupeaux. On parlait d'animaux. Tu sais, le bon pasteur, tu trouves ça dans des prières aussi, hein. Je suis le bon pasteur. On a comparé Jésus au bon pasteur. Dieu aussi prend soin de son troupeau et tout ça. On ne peut pas le comprendre aujourd'hui parce que tu vois, moi, si tu me dis Dieu prend soin de son troupeau, je vais penser au gouvernement du Canada, au gouvernement des États-Unis, au gouvernement de la Chine, de la France. Je vais penser au troupeau de l'inconscience, tu vois, parce que c'est la réalité qu'on vit aujourd'hui. Mais quand tu parles à des vrais pasteurs qui vivent avec des troupeaux, ils savent ce que c'est. Ils savent, ils ont une vraie relation de cœur, de corps avec leurs troupeaux. Ils savent la valeur d'un puits dans un pays sec. Ils savent la valeur de l'olivier. Tu comprends? Les choses ont des valeurs, c'est très très profond, très subtil. Et quand tu leur dis Dieu est un bon pasteur, sois bon pour. Tu comprends? Mets-toi. Tiens, le Christ qui disait si vous qui ployez sous un lourd fardeau, venez et mettez-vous à mon service. Il parlait à des êtres qui connaissaient les travaux agricoles, ils savaient ce que c'était que tirer quelque chose pour labourer une terre, tu comprends? Et ça résonnait profondément. C'était des paroles qui les marquaient dans leur conscience la plus profonde. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'accéder à ce que ça veut dire, le message qui est contenu dedans, parce qu'on ne vit plus du tout de cette façon-là. Donc, tu comprends, on est obligé d'utiliser un langage spécifique. Donc quand en Égypte ancienne, on parlait des étoiles, du fleuve, de la crue, de la fertilité, de la fécondité des champs, c'était, si tu veux, ça résonnait dans l'ADN des générations d'Égyptiens. Alors aujourd'hui, on va dire, oh, c'est des symboles, c'est des images, c'est lyrique, c'est de la poésie, mais pas du tout. Ça, c'est vraiment des êtres qui n'arrivent pas à accéder à autre chose que la pensée et pour qui le mental est un dieu, parce qu'il est le sommet de leur être. Relisez Platon, hein, et qui parle de l'intellect, relisez Proclus. Ces êtres-là, qui pourtant bon, Proclus n'est pas dans la préhistoire, mais il y en a qui sont quasiment, mais ils sont dans l'Antiquité au moins. Platon est dans l'Antiquité. Ils étaient tellement plus intelligents que nous. Et je pense que s'ils voyaient le monde aujourd'hui, ils pleureraient. Il y a un très beau texte égyptien d'ailleurs qui dit « Lamente-toi, Égypte » et qui décrit la destruction. Quand tu vois cet homme, ce gouvernant qui a fait percer un tunnel dans la pyramide, parce que le mythe courait qu'il y avait un trésor à l'intérieur, tu vois très bien la mentalité de l'homme moderne. Pourtant c'est assez ancien hein, ce qu'il a fait, mais c'est une mentalité moderne. Ah, il y a un trésor dans la pyramide, c'est nécessairement matériel, c'est nécessairement quelque chose que je pourrais attraper et que je pourrais vendre pour avoir plus. Et il fait creuser un tunnel et il détruit la pyramide. C'est la signature de la bêtise. Alors, on change complètement de sujet là. Une question de Fabrice et Marilyn. Alors, pendant le confinement, donc j'imagine que vous étiez en France, avec ma copine, Marilyn, ou pas, je n'ai rien dit. Bref, pendant le confinement avec ma copine, nous sommes sortis nous promener. Donc, c'est assez long, hein,
Et ils se promenaient sur les quais de Seine et qui ont été interdits au public. Nous n'avons pas vu les panneaux d'interdiction, nous avons été interceptés par les forces de l'ordre qui nous ont verbalisés. Et donc, il raconte, pendant la verbalisation, j'étais comme éteint et soumis à l'autorité. Ça, tu vois, c'est vraiment ce dont j'ai parlé la dernière fois, ou une fois quand je vous ai dit, à l'école, comment on nous apprend, en fait, on nous dresse. Hein, comme les lions qui sont entraînés à debout, couchés, assis, avec un petit sucre. Et ma copine, elle, au contraire, voulait insulter les agents. Dis donc, elle est en feu. À la fin de à la fin de la verbalisation, j'ai essayé d'envoyer de la bienveillance aux agents en leur disant que je leur souhaitais du courage dans leur métier. T'es vraiment gentil, Fabrice. J'aimerais bien t'avoir comme copain parce que il me semble qu'ils ont été touchés et que pendant un bref instant, j'ai pu voir dans leurs yeux les humains derrière le jeu de rôle. Mais oui, mais c'est ça, Fabrice, c'est que tu parles. C'est bien, il faut s'éveiller, c'est que quand tu es en face d'agents, tu n'es pas en face d'humains. Ils ne sont pas des humains. Et tu peux parler avec des professionnels, de plein de métiers d'ailleurs. Quand tu mets ton vêtement, tu entres dans ta fonction. Là, en l'occurrence, la fonction publique de la gendarmerie, ou je sais pas quoi. Tu comprends? Donc, ça veut dire quoi la fonction? La fonction, elle est créée par les textes de loi, par l'intelligence administrative, par le gouvernement. Donc, c'est vraiment la représentation parfaite. Comme un acteur, un comédien sur scène, tu comprends? Il endosse, on dit, un rôle. Ça veut dire qu'il n'est plus lui-même. Un bon acteur n'est plus lui-même, du tout. Donc, quand tu es en face d'agents là qui te verbalisent, tu n'es pas en face d'humains. Tu as en face de toi une manifestation, comme les agents dans le film La Matrice, Matrix en France. C'est très bien représenté. Ils ne sont qu'une forme. L'esprit qui les anime, l'intelligence qui les anime, l'âme qui les anime, c'est la fonction publique, le gouvernement, les lois. Et derrière, on sait très bien qu'il y a des intelligences encore plus grandes qui manipulent l'humanité et qui. Donc eux, si tu veux, d'ailleurs, tu peux leur parler. Ils vont te dire, ben moi, j'y peux rien, c'est la loi. Et en ce sens, l'attitude de la police française, de la gendarmerie, ou je sais pas ce que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui la rafle du Veldiv, tu sais, qui arrête les Juifs, qui obéit, tu comprends? C'est très révélateur, mais ce n'est qu'un exemple. Aujourd'hui, quand tu te fais flasher en voiture, quand on fait, c'est du gagne, c'est pour remplir les caisses du gouvernement. Dans tous les pays, c'est comme ça. On te flash parce que tu vas trop vite, t'as pas ta ceinture, t'as ta ceinture, bon, tu fais bref, il y a toujours quelque chose qui va pas, on te raquette. Tu es en face d'êtres qui mettent en mouvement parce qu'ils y croient profondément. Ils sont persuadés que le gouvernement est bien et bon et que ce qu'il fait, c'est juste. Donc, ils sont sûrs, et c'est pas faux, hein, qu'il faut qu'il y en ait parmi nous qui fassent respecter l'ordre et la loi quand il y a des débordements. Et moi, je pense qu'il y a des êtres dont c'est la mission naturelle. Tu vois, dans les communautés, quand on vivait en Gaule, on était dans des villages, hein, en Gaule, on était des Celtes, on vivait. Il y avait des êtres naturellement qui aimaient que les choses soient bien faites, respectées, qu'on obéisse, qu'on suive les règles, tu comprends? Et qui allaient redresser les torts et qui allaient dire quand les choses n'étaient pas bien faites et qui allaient même imposer, redresser des êtres qui ne respectaient pas les règles de la communauté. Donc je pense que eux, ce sont aujourd'hui on dirait des policiers, mais c'est des justiciers naturels. Ils aiment que les choses soient bien faites, ils veulent prendre soin de la communauté, qu'il n'y ait pas de voleurs et tout ça. Cette bonne volonté-là, elle est utilisée, détournée par une intelligence beaucoup plus grande qui amène les êtres à faire des choses iniques, injustes, stupides. Et c'est très dommage. Donc en fait, quand tu me dis, j'ai essayé d'envoyer de la bienveillance aux agents, tu peux envoyer de la bienveillance à Maxime, Stéphane, qui sont les agents. Mais si tu veux, il faut que tu traverses l'uniforme, la fonction. Or, là, tu te trouves dans un cas de figure où tu es dans leur monde.
Tu es sur leur territoire, dans leur terrain de jeu. Qui fixe les règles de ce terrain de jeu? Le gouvernement, les décrets municipaux, etc. Tout ce monde de la matrice. Donc, je comprends parfaitement que tu veuilles leur envoyer de la bienveillance et je comprends parfaitement que ta copine voulait les insulter. Vous aviez tous les deux, vous étiez légitimes dans votre sentiment. Je ne trouve pas qu'il y en ait un qui ait plus raison que l'autre. Mais vous êtes hors sujet tous les deux, de mon point de vue, parce que tu es dans leur monde et dans leur territoire. Tu comprends, tu es dans leur environnement, dans leur ambiance. Et tu vois, tu me dis, il me semble qu'ils ont été touchés, j'ai cru voir un moment les yeux des humains. Mais bien sûr, l'humain, il est jamais très loin derrière le CRS même. Mais c'est ignoble ce qu'on fait faire à ces êtres-là. Ignoble. De donner, tu vois, c'est ce qu'on a fait à la Première Guerre mondiale, de donner des ordres à des hommes qui sont venus avec une certitude, une conviction de sauver leur patrie et tout ça. On leur donne des ordres stupides, ignobles, injustes, et on leur fait faire des actes qui sont contre le bon sens, la justesse, la beauté, l'harmonie. Eh bien, on leur fait commettre un crime. De mon point de vue, ces agents qui vous ont verbalisé ont commis un crime. Bon. Alors, après, tu vois, tu poses plusieurs questions en rapport avec ça. Là, je vais prendre un peu de temps. Alors après, tu me dis, c'est ça que... après, vous avez pensé contester l'amende pendant 2 jours, vous vous êtes dit, bon, on va dire ça, vous étiez en réaction. Tu vois, ils ont provoqué en vous une réaction. Et donc après, j'imagine, tu dors pas bien, tu penses à ce que tu vas dire, puis après tu te dis, mais si on paye pas, on va avoir une amende encore plus élevée, on va devoir aller au tribunal, ça va être compliqué, tout ça. Et tu me dis, puis j'ai décidé de laisser tomber car je n'avais pas envie de mettre de l'énergie dans cette action. Mais oui, c'est parce que ça a un coût énergétique. Et toutes les obligations, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vivre aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Il y a de plus en plus de règles, d'obligations, de contraintes. Tout ça, c'est pour nous faire dépenser de l'énergie. Et donc, alors tu finis. Donc, voici la question. Quelle serait la réaction essénienne? Alors déjà, il n'y a pas de réaction essénienne parce qu'il y a plein d'Esséniens et on n'est pas des clones et chacun est comme il est. Très important. Tu vois, Fabrice et Marilyn, vous pourriez tous les deux être esséniens et puis avoir chacun deux façons de réagir. Ça, c'est important. Par contre, voilà, après tu dis, la voix essénienne enseigne-t-elle la lutte, la soumission ou autre chose? Donc, Marilyn, la lutte, Fabrice, la soumission ou autre chose. De même, pour moi, il est impensable de porter un masque dans la rue au nom de la santé. Quelle serait la position essénienne face à ces règles humaines contraignantes, voire infondées? Je te comprends bien, Fabrice, parce que tu vois, je vais prendre l'avion pour aller en Europe pour les formations et les stages que je donne au mois d'août. Très probablement qu'on va m'obliger à porter un masque. Ce qui pour moi est super difficile. J'ai énormément de mal à ça. Moi, me le désinfecter les mains en rentrant dans un magasin, c'est très très difficile pour moi parce que, tu vois, tu fais un geste qui est dicté par même pas une stupidité de la part des humains qui sont là, mais une volonté criminelle à l'œuvre pour détruire l'humanité et la planète. Et donc c'est très difficile parce que je me sens du coup un mouton qui doit obéir et suivre. Mais quand je vais dans un magasin, ce qui m'arrive très rarement quand même, mais je vais dans un magasin et la caissière ou le bonhomme à l'entrée me dit surtout n'oubliez pas de vous désinfecter les mains. Ben pas n'oubliez pas, mais il me dit désinfecter. Puis il a son masque et puis il est sûr de faire le bien. Tu vois, j'ai rien contre lui personnellement, il y croit, c'est très important et tout. Je joue dans les règles de l'endroit où je vais. C'est une politesse. Parce que tu es dans son monde. Alors après, il faut louvoyer, il faut ruser, il faut
réussir à faire ce qu'on peut faire et puis voir quel est notre vrai intérêt. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller là? Est-ce que je veux vraiment vivre de cette façon-là? Si je ne veux pas vivre de cette façon-là, eh bien, je veux vivre autrement. Mais, tu vois, la question, c'est là où je voulais en venir quand je te disais c'est un crime. Pour moi, ces aides font des crimes. Même ceux qui te verbalisent au bord des quais de Seine, qui sont pas du tout des criminels, hein, ils font leur boulot et puis ou peut-être qu'ils y croient, peut-être qu'ils y croient pas. On a vu dans les manifestations des Gilets jaunes en France, hein, je pense, des flics qui y croyaient pas, qui ont envoyé des témoignages ou qui, dans leur action, ont montré qu'ils voyaient bien qu'on les prenait pour des imbéciles et qu'on leur faisait faire des choses ignobles. Mais il y a toujours des excités qui sont trop contents de prendre leur revanche sur la vie et puis qui cognent encore plus fort que ce qu'on leur a dit, hein. C'est que ce n'est pas suffisant de dire je ne veux pas porter de masque, je veux être libre au bord des quais de Seine. Ça, c'est mon point de vue, ok? Pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce que avant le confinement, est-ce que Marilyn et toi, Fabrice, vous viviez dans le souci du respect des lois de l'univers, de l'obéissance aux lois de l'univers, du divin, de la nature de chaque créature? Absolue. Non, probablement pas. Si tu vis dans cette région au bord des quais de Seine, tu vis dans une zone urbaine et puis tu es comme moi, on consomme, on a des téléphones, des caméras, d'Internet. Bon. Ça veut dire qu'on fait des compromis et qu'on vit en partie un pied, ou les deux, dans un monde artificiel qui en lui-même est un crime contre l'univers. Parce que la civilisation occidentale telle qu'on la vit aujourd'hui est un crime. C'est la destruction. Si tu veux, à partir du moment où la source de ton énergie, c'est les esclaves énergétiques dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, ou c'est la destruction des ressources, l'exploitation de l'humain, à partir du moment où tu vis dans un système qui est fondé là-dessus, tu vis sous un gouvernement criminel, dans un système criminel. Donc, tu es aussi un criminel. Et tu participes à ce crime permanent, à ce génocide des espèces, à cette destruction de l'environnement. Donc tu comprends, on est assez ambigu dans notre... Et tout d'un coup, on nous confine, et alors là, c'est le scandale, on se réveille, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui pourtant n'est que... Tu sais, il y a beaucoup de gens en spiritualité qui ont compris que la vie intérieure crée la vie extérieure, qu'en fonction de la façon dont ce que tu crois, la façon dont tu perçois les choses, tu vas créer des choses, tu provoques des situations, des événements. Beaucoup savent que, en fonction de nos émotions et de nos attitudes mentales, on peut se créer des maladies. Pourquoi ça serait différent avec cette histoire de masque et de confinement? Le confinement et le masque n'est que l'expression, le symptôme, la manifestation de l'attitude intérieure qu'entretient l'humanité, l'Occident, je parle pas de l'humanité en vrai, mais l'Occident, depuis très très longtemps. Les humains, depuis des décennies, ne cessent de se séparer de la nature, d'avoir de plus en plus peur de la nature, de vouloir se prémunir de la nature et de ses réactions, de vouloir s'éloigner les uns des autres et de cultiver un individualisme et une très grande solitude. J'adore la chanson de Cabrel, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais il décrit un peu c'est dans un vieil album, il parle des villes et il dit allumer les postes de télévision avec les antennes branchées sur la solitude. Je veux dire, c'est pas nouveau ça quand même. Tu comprends? Quand on a commencé à lire des journaux pour savoir ce qui se passait sur Terre, on a commencé à moins avoir d'informations des autres. Petit à petit, tu vois, ça vient. Donc, ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence de ce que toi-même et les générations avant toi, vous avez mis en place. Nous avons mis en place, je m'inclus, hein, vraiment. On a mis en place ça et on voudrait ne pas en avoir l'expression. Tu comprends? C'est comme les gens qui se rendent malades à sentir n'importe quoi dans leur cœur, à penser n'importe comment, et le jour où ils ont une maladie, ils crient au scandale et à l'injustice. Mais ils ont eux-mêmes détruit leur corps, qui fonctionnait très bien. Je pense qu'on a détruit nos sociétés, totalement détruit nos sociétés. Pour moi, l'école publique obligatoire est une destruction de la société. Par exemple, la politique, ce qu'on appelle la politique, pas dans son idée, mais dans sa réalité depuis très longtemps, c'est une destruction de la société. Pour moi, la Révolution française a été une destruction de la société, causée par elle-même une dégénérescence totale de la monarchie et de l'aristocratie.
qui remonte elle-même, tu comprends? Donc on est pris dans un mécanisme. Tu es pris dans un méta-mécanisme global. Tu es pris dans des micro-mécanismes euh, de ton pays, de ta personnalité, de ton chemin d'évolution, de ta famille. Tu vois. On est dans plein de rouages comme ça. Donc tu marches au quai de Seine, on a interdit, je ne sais pas exactement, je ne connais pas là toutes ces lois, mais bref, on t'a interdit, tu ne dois pas y être. Euh, tu, selon moi, tu ne peux ni envoyer de la bienveillance, parce que par ailleurs, tu vis dans, et tu alimentes toi-même ce système, et tu lui obéis à plein de niveaux. Et donc là, c'est pas parce que tu lui envoies de la bienveillance qui va changer en quoi que ce soit. Et tu ne peux pas non plus vouloir tailler un costard aux flics. C'est comme Marilyn, la tigresse. Mais je comprends, ces deux types de réactions sont légitimes. Tu vois, pour moi, la sagesse, c'est les deux, de les transcender, de les faire mûrir et de les transformer en sagesse et en décision de vie et en choix de vie. Et c'est pour ça que je suis essénien personnellement. J'ai été très jeune confronté aux situations que tu décris ici, même s'il n'y a pas de confinement et de masque, c'est exactement ce que je vivais. Et j'avais ces deux solutions. Aimer encore plus les humains, mais alors là, on dit pisser dans un violon, mais je ne sais même pas l'expression qui correspond, c'est même pire que ça. C'est caresser du regard ton tortionnaire dans un camp de concentration. Je veux dire, vas-y, hein, fais-le. Hein. Mais tu n'es pas en face d'un humain. Tu es en face d'un égrégore qui se manifeste à travers un être et qui met en mouvement. Donc aimer encore plus ou vouloir tout casser et aller en centre de détention juvénile et puis peut-être que je l'ai fait dans des vies antérieures, peut-être que tu l'as fait, peut-être que Marilyn l'a déjà fait. Tu te transformes en Al Capone. Étudie la biographie d'Al Capone. C'est un gars super intéressant, hyper intelligent. À mon avis, il avait des perceptions médiumniques. Il avait une grande perspicacité, une grande perception de la vie. Il a vu qu'il était dans un système criminel, que le gouvernement et tout ça, c'était que des criminels, et qu'il vivait sur le dos des gens avec les systèmes de taxes, et il s'est dit, jamais je paierai un centime de taxe à ce système, je vais battre la matrice, je vais vaincre le système, je vais être plus intelligent. Tu peux lire sa petite biographie, hein, c'est super intéressant. Pour moi, je suis devenu essénien parce que ça me semble la seule issue, la seule possibilité. C'est ce que je crois, c'est ce que j'enseigne dans l'école des anges. Pour moi, il n'y a qu'un chemin. Si tu... Plotin disait ça à la perfection. J'ai vraiment intégré son enseignement. Il n'y a aucune issue dans le monde extérieur. Il n'y a aucune issue. Tu es dans une impasse, un cul-de-sac. Et il est même entretenu et gardé à double tour par beaucoup de gens qui se sentent en sécurité parce que c'est un cul-de-sac et une impasse. Mais si tu as en toi une nature de liberté, d'autonomie, d'authenticité, et que ça ne te fait pas peur de marcher sur les chemins de la vie, tu ne pourras jamais trouver d'issue dans ce monde-là. Il n'y en a pas. Donc il faut être intelligent, il faut savoir ce que tu veux. L'enseignement essénien ne te dira jamais quoi faire. Mais il pourra t'expliquer le contexte, les tenants et les aboutissants, et ensuite tu vas décider de ta position dans ce monde-là et de ton intérêt. Tu comprends? Ce qui est important, c'est de savoir quel est ton intérêt le plus profond à toi. Pas ce qui est sage, ce qui est grand, parce que Gandhi a dit, parce que Hitler a dit, tu comprends? Tu vas suivre parce que Macron a dit, parce que le règlement municipal dit, tu comprends? Pas pour ça, mais parce que tu as là où tu en es, avec tes limites que tu acceptes et puis tes capacités que tu acceptes, tu perçois, tu sais, c'est le grand maître Ueshiba, je crois que c'est l'aïkido qui l'a enseigné, il me semble. Tous ces arts du combat sont extraordinairement initiatiques et tu dois évaluer ce que va faire l'adversaire pour évaluer ta situation à toi et ton intérêt à toi.
Tu comprends? C'est un art du combat. Mais en l'occurrence, pour moi, tu te promènes sur les bords de la Seine, ni la bienveillance, ni insulter les agents, n'est l'attitude et la réponse juste. Moi, tu vois, je me serais dit, ok, ben je te dis, hein, c'est ce que je me suis dit très jeune. Je me suis dit, ok, il n'y a aucune issue à droite, il n'y a aucune issue à gauche. J'ai essayé d'aimer plus, j'ai essayé de ne pas faire, de résister extérieurement. C'est sans issue, ça va me mener pas nulle part, parce que je pourrais très bien faire le choix. Hein. J'aurais pu faire le choix, et je ferai une expérience de vie. Mais là où j'en étais de ma compréhension, de ma conscience, je me suis dit, non, c'est ni à droite ni à gauche. C'est où alors? Et je suis rentré à l'intérieur de moi, et j'ai retrouvé ma famille d'âme essénienne, et j'ai développé, je l'ai choisi. Tu vois, comme on disait dans la question précédente sur l'école de la tradition égyptienne, tout ça. Je l'ai choisi comme expression exclusive pour me permettre de rejoindre l'universel. Donc la position essénienne est claire, nos gouvernements sont des meurtriers, des criminels, des infâmes, au plus haut degré. La criminalité qui augmente dans les rues n'est que le micro-symptôme que nos élites sont absolument corrompues et incapables. Et il ne tient qu'à toi de ne plus les considérer comme tes gouvernants, de les déclarer illégitimes dans ta vie intérieure et de ne plus donner de pouvoir, et du coup, de commencer à faire les actions qui correspondent à ce choix intérieur que tu fais et réorganiser ta vie pour minimiser les contraintes. Il y en a toujours, tu vois, moi, si je vais dans un magasin, aujourd'hui encore, on me dit qu'il faut me mettre, bon, 9 fois sur 10, je réussis à pas le faire, mais à faire ceci, à faire cela, obéir aux distances et tout ça. Mais j'ai organisé ma vie pour minimiser le contact avec un monde extraordinairement toxique. Ce monde-là est devenu extraordinairement toxique. Le vrai virus, tu vois, il est là. Tu vois, par exemple, dans ce que vous avez vécu avec Marilyn, tu peux choper un virus extraordinairement mortel. Le virus de la haine, de la colère, de la frustration, tu comprends? Ça, c'est les vrais virus dangereux, je trouve. Voilà, j'ai pris beaucoup de temps pour répondre à cette question, mais je trouve qu'elle est super importante. Alors tu vois, je vais prendre l'avion, on va me dire de porter le masque, je vais porter le masque pour rentrer, dès que je peux, je l'enlèverai. Si on me dit de le remettre, si on me menace que je pourrais pas prendre mon vol retour si je mets pas mon masque, je vais porter le masque. Tu comprends, je fais des concessions parce que j'utilise ce monde-là. Sinon, bah, j'ai qu'à y aller en bateau. Je vais vivre, je vais assumer mes convictions. Mais je ne porte certainement pas de masque dans le subtil, dans l'intérieur, et je fais tout pour ne pas attraper le virus du masque et finir par attraper cet automatisme de garder des distances avec les gens, parce que c'est ça qui est voulu, que les gens se méfient les uns des autres, qu'ils se regardent et qu'ils se jugent beaucoup plus qu'avant, qu'il y ait une méfiance permanente. Le plan, si tu veux, il est sur plusieurs générations. Ne pensez pas que c'est maintenant que vous voyez ce qui arrive. Hein. C'est juste la température de l'eau qui a monté d'1 degré. Alors, une question de Léo. La signification du serpent dans les civilisations anciennes, les religions, etc., que représente-t-il? Pourquoi apparaît-il lors des apparitions de Marie? Elle avait un serpent à ses pieds, point d'interrogation. Alors, je vais répondre très très vite là-dessus, Léo. Tu vois, tu as deux possibilités. Soit tu poses cette question-là à Wikipédia, ou tu achètes des bouquins qui sont super bien faits, hein, qui parlent du serpent, le symbolisme du serpent dans des cultures, des religions, des civilisations. Soit tu veux une vraie réponse. Si tu veux une vraie réponse, il faut que tu entres dans l'expérimentation vivante et que tu découvres le serpent par toi-même dans ce qu'il est, et tu vas du coup comprendre pourquoi les êtres, depuis la nuit des temps, représentent des serpents. Mais c'est pas McDonald's, c'est pas du tout prêt, c'est pas du fast-food, c'est pas des pochettes surprises. Le savoir initiatique, il se paye. Il se paye comment? Par ta vie complète, entière, que tu dédies à l'acquisition d'une expérience de vie, d'où vient un vrai savoir vécu. Donc,
Voilà. Il y a des spécialistes de la question qui vont te donner des réponses, qui vont te faire des conférences super intéressantes là-dessus, mais je ne peux pas te répondre en l'occurrence. En tout cas, oui. Viens avec moi, deviens essénien, je vais te faire des initiations, tu vas travailler pendant plusieurs années et tu vas très bien comprendre qu'est-ce que c'est le serpent et pourquoi Marianne a à ses pieds. Une question de... Alors oui, c'est ça, je ne réponds pas sur le serpent, mais je réponds sur la question, la façon dont on s'approche du savoir. Une question de roman. Pouvons-nous dire que si chacun de nos actes est la volonté de Dieu pour se connaître à travers la dualité, alors dans un certain sens, chacun de nos actes est parfaitement à sa place? Alors, je pourrais faire beaucoup de conférences sur le sujet. Regarde la conférence sur la matrice, Roman. Tu vas voir que je commence à effleurer un peu le sujet en disant que le monde que les hommes ont créé, qu'on appelle les civilisations et tout ça, est un monde artificiel. Et que donc, tu vis sous l'influence de choses artificielles. Alors, si tu marches sur les quais de Seine, que tu te fais verbaliser, qu'on te dit de porter un masque, tu peux dire que c'est la volonté de Dieu. Mais si tu veux, tu ne peux pas dire « j'obéis au gouvernement français » et « c'est la volonté de Dieu ». Ce sont deux choses totalement contradictoires. Le gouvernement français n'est pas la volonté de Dieu, il est la volonté des hommes. Que les hommes puissent choisir leur vie, ça c'est la volonté de Dieu. Que les hommes fassent des collectivités, c'est la volonté de Dieu. Que les hommes qui ne s'éveillent pas à leur pouvoir intérieur et à leur relation à Dieu se placent naturellement sous l'autorité d'un pouvoir extérieur, c'est la volonté de Dieu. Tu comprends? Donc, chacun de tes actes n'est pas la volonté de Dieu. Par contre, si tu choisis ta relation au divin comme la priorité dans ta vie, à ce moment-là, peu à peu, c'est possible que tu réussisses à tirer les leçons de tes expériences de vie et qu'effectivement tes actes soient justes. Et bien sûr, en fin de compte, à la fin du livre, quand tu refermes la dernière page du livre, que tu as ce recul incroyable sur la totalité de l'histoire de la création, depuis le commencement des temps, tu peux très bien dire, comme Dieu dit au début de la Genèse, après la création du monde, Dieu regarde la création et dit, et voit que tout est bon. Tu peux très bien dire ça. Mais ça, c'est si tu es Dieu et que tu regardes la totalité de la création, de l'alpha à l'oméga. Alors, une question de anonyme. J'ai beaucoup d'anonymes qui m'écrivent. Je ne sais pas que la plupart c'est des Français. Je ne sais pas le climat social qu'il y a en France, mais pour m'écrire avec la peur de donner un prénom, c'est intense quand même. Bref, un anonyme m'a envoyé un message sur mon site. Que penses-tu des personnes qui voient des chiffres répétitifs, des heures miroirs, d'une façon de plus en plus intense? C'est un phénomène étrange, comme quoi vient des anges. Qui comme quoi vient des anges, sûrement. Donc les chiffres répétitifs, les heures miroirs, de façon de plus en plus intense. Alors il y a un processus qui est étudié assez tôt dans la formation des Esséniens, c'est un enchaînement qui commence par la concentration. C'est-à-dire que quand tu te concentres sur une chose, tu portes ta concentration sur une chose, elle apparaît à ta conscience, alors qu'elle n'apparaît pas avant. Par exemple, quand tu as une nouvelle voiture, d'une nouvelle marque, d'une nouvelle couleur, tu t'aperçois qu'il y en a plein des comme toi. Tu les avais pas vus avant. Quand tu es enceinte, tu trouves qu'il y a plein de femmes enceintes partout. Quand tu es assis, tu discutes, tout d'un coup tu vois une fourmi, puis en fait en voyant une, tu t'aperçois qu'il y en a plein autour de toi, qu'elles sont là depuis tout à l'heure et que tu les avais pas vues. Il y a ce phénomène, c'est vraiment un processus biologique subtil à l'intérieur de l'homme. Plus tu portes ton attention sur une chose, plus ça apparaît. Donc pour moi, l'accroissement de l'intensité de ce phénomène, il est dû à ça. Maintenant, quand tu portes ton attention sur ce genre de choses, tu es en train de sortir du conditionnement dans lequel on t'avait placé, qui était de croire au hasard et au chaos. Au hasard, tout simplement. Le hasard. Le hasard, le hasard. On nous l'a répété, hein, c'est un mot assez récent, hein, le hasard. Mais tu t'aperçois que
au-delà du monde du hasard dans lequel on patauge, hein, avec les verbalisations parce on marche sur les quais ou le port du masque, hein, on est en plein hasard et chaos. Au-delà de ça, il y a une cohérence dans l'univers et une intelligence. Et tout d'un coup, il y a des petits signes qui te parviennent, des perceptions. Alors, ce sont juste des perceptions, cher anonyme. Euh, Tu comprends, c'est pas quelqu'un qui t'envoie un signe. Si tu veux, c'est un petit peu comme si tu te promènes dans la nature et tu entends un oiseau chanter et tu te dis « Oh, c'est un signe ». C'est une perception. Tu perçois quelque chose. Bien sûr que ce n'est pas un hasard, mais en même temps, peut-être que ce n'est pas pour toi. L'oiseau chante, tu n'es pas le nombril du monde. Il chante pour lui, il y a d'autres oiseaux dans la forêt. Le monde ne tourne pas autour de toi. Par contre, que tu t'éveilles pour réaliser que tu vis dans un monde et qu'il y a plein de choses autour de toi, plein d'intelligence, plein de processus, de mécanismes, de formes de vie, d'échanges, ben alors c'est génial, tu sors de ton nombril. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est pour toi et que ça a un sens précis exactement à ce moment-là. Donc le fait de dire que c'est des anges, pour moi c'est vraiment un abus de langage. Il y a autre chose que les humains et les anges. Il y a plein de choses, plein de formes de vie, plein de plans d'existence. Donc c'est juste, c'est un peu comme tu enlèves les bouchons de tes oreilles, tu es en train de commencer à entendre. Tu enlèves tes lunettes noires, tu es en train de voir qu'il y a des couleurs, tu comprends? C'est tout. Il ne faut pas porter attention plus que ça à ces choses-là, selon moi. Après, on peut virer fou ou rentrer dans des fantasmes complets. Une question de Olivier. Que penses-tu des camps FEMA? De plus, il semble que l'injection de sang jeune régénère les organismes. Je suis interloqué par de telles révélations. Écoute Olivier, je vais te parler comme si tu étais mon copain, ok? Je te dirais, mais t'es complètement dingue. Mais pourquoi tu regardes ces choses-là? Est-ce que tu t'es retrouvé dans un camp FEMA? Est-ce qu'on t'a prélevé du sang pour l'injecter à des vieux? Est-ce que tu t'es fait injecter? Pourquoi tu regardes ces choses-là? T'es dingue. Parce que est-ce que tu as encore besoin qu'on te prouve la crasse, la laideur, l'horreur, l'ignominie, l'atrocité? T'as encore besoin? C'est pas assez ce que tu... Ouvre un livre d'histoire. Allume la télé. Tu trouves que ce n'est pas suffisant? Il faut encore que tu en ailles plus sur Internet en ayant des informations comme ça? Pourquoi tu poses ton œil là-dessus? J'ai parlé juste avant, la concentration fait apparaître et augmente la présence d'une chose dans ta vie. Ne regarde surtout pas ces choses-là, mais surtout pas. Ou alors tu veux savoir si je pense que c'est bien de se faire injecter du sang jeune? Je veux dire, tu peux bien imaginer quelle est ma réponse. Pourquoi tu me présentes ça? Tu vas dans la fosse septique, le tas de purin, t'en prends un morceau et tu l'amènes sur la table et tu me dis « Oh là là, regarde les espèces de trucs qu'il y a dedans qui bougent. » Non mais merci, ça va. Non. Si je veux aller voir la fosse septique, je vais y aller. C'est bon. Ce n'est pas des choses qu'on partage sur une table, dans l'amitié. Ce n'est pas un sujet d'étude. N'étudie pas la décomposition. De toute façon, je vais te dire un truc, tu l'as sous tes yeux. Allume la télé. Voilà, là, tu étudies la décomposition. Tu n'as pas besoin d'aller chercher une vraie information cachée en dessous. Non, franchement, ne m'envoyez pas des questions. Je veux pas te blâmer, Olivier, je t'ai dit, je te parle comme un copain. J'ai pas envie d'avoir ce sujet de conversation avec toi parce que j'ai pas envie de parler de ça. Je trouve qu'il n'y a aucun... voilà, ça ne m'intéresse pas. Tu comprends? Je sais qu'il y a des choses atroces qui se passent dans le monde. Il y a mais je n'ai pas envie de zoomer dessus pour étudier le mal et la décomposition. Ce n'est pas mon sujet d'étude. Tu comprends? Le mal peut t'éveiller. La souffrance peut t'éveiller. Définitivement, c'est même certain. Mais l'univers te fait vivre ce que tu dois vivre pour t'éveiller, toi, Olivier.
Ça, à moins que tu l'aies vécu, ça ne te concerne pas. Ne va pas fouiller les toilettes de ton voisin pour voir ce qu'il fait. Ce n'est pas ton sujet d'étude. Ton sujet d'étude, c'est toi. Pourquoi est-ce qu'il faudrait étudier l'horreur et la souffrance et l'absurdité et la laideur pour s'éveiller? Ça veut dire qu'on a encore besoin de souffrance plus. Olivier, tu prends ton œil qui regarde ça, tu le tournes et tu regardes le cosmos et l'univers. Et cherche là. Regarde une fleur, regarde un papillon, regarde une abeille, regarde une vache. Regarde et étudie ce que le Créateur t'a mis sous les yeux pour étudier, pour comprendre. Maintenant, si tu veux, parce que tu me dis, je suis interloqué par de telles révélations. Non, ce n'est pas une révélation. Si tu veux être interloqué, si tu veux être stimulé pour te dire, je suis en train de m'endormir dans ma vie spirituelle, il faut que je me booste. Voilà, va sur YouTube, tu tapes condition animale, tu regardes un petit documentaire de 10 minutes sur la condition animale, le spécisme et tout ça. Voilà, tu as ta dose pour 6 mois, 1 an, 10 ans, c'est bon. T'as pas besoin de plus. Donc voilà, je ne veux pas avoir été trop dur, Olivier, mais juste pour que ce soit clair, je ne pense rien des camps FEMA. Je ne veux pas y penser, tu vois. Ma pensée va vers le camp FEMA, hop, je la rattrape. Non, je ne veux pas y penser. Je ne veux pas y penser. Ou alors, comme j'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, eh bien, va jusqu'au bout de ton expérience parce que tu estimes que c'est pas par hasard que c'est la volonté de Dieu pour que tu connaisses la dualité, comme nous a proposé Roman. C'est pour faire une expérience de la dualité, c'est la volonté de Dieu. Va jusqu'au bout, va dans un camp FEMA, observe, si tu veux te révolter, les faire interdire, mène le combat et va jusqu'au bout. Du point de vue essénien, tu vas te casser les dents sur un mur. Mais si tu penses que c'est ta mission, fais-le. Mais ne sois pas un spectateur interloqué. Jamais. Ah, j'ai vu une femme se faire violer, agresser, tabasser dans la rue et j'étais interloqué. Et je suis reparti. C'est horrible le monde quand même. Ça te plairait, toi, de voir sur une vidéo de caméra surveillance quelqu'un qui agit comme ça? Non, tu dirais, moi, si j'y avais été, je serais intervenu et puis je me serais battu jusqu'au bout de ma vie pour la sauver. Tu comprends? Si la vie t'amène des circonstances, va jusqu'au bout et sois intègre. Ne sois jamais un spectateur. Alors la dernière question, parce que, oh là là, j'ai parlé longtemps. Une question de Marie Capucine. Super joli nom. Alors Marie Capucine, une question concernant Rudolf Steiner. J'ai commencé à m'intéresser à Rudolf Steiner dans le cadre de l'agriculture biodynamique. Magnifique œuvre de Rudolf Steiner. Puis je m'en suis détourné car je n'ai pas compris le message. Alors, il donne des cours aux agriculteurs. Rudolf Steiner, il faisait ça. Il rencontrait des enseignants, des médecins, des agriculteurs, et il voulait leur donner des méthodes. Bon, attends, je lis la question d'abord parce que c'est peut-être pas ça dont tu parles. Il conseille de récolter les limaces. Alors, il conseille de récolter les limaces et autres ravageurs et d'en pulvériser le macérat de spécimens morts. C'est-à-dire que tu fais mourir des limaces et autres ravageurs, tu les fais macérer dans un liquide et tu pulvérises ce liquide sur les plantes. J'ai trouvé cette approche très malsaine et inadéquate pour une agriculture qui prône le développement de la vie. J'ai certainement pas les clés de comprendre, mais je reste perplexe. Ça touche une question de fond. Peut-on cultiver sans tuer? Ok. Alors écoute Marie Capucine, je ne sais pas si tu es une vraie agricultrice ou si tu commences à t'initier à ce genre de sujet. Je pense que quand tu es dans l'agriculture, que tu es un paysan, que tu vis dans le pays et que tu es en relation avec les animaux et tout ça, tu as une relation à la mort qui est extrêmement différente. Une relation à la mort, au pourrissement, au fumier, aux déchets, à la vie. Tu as une relation beaucoup plus organique et entière et intégrale. Et moi, les agriculteurs que je connais n'ont pas la même sensibilité que moi, qui ne suis pas agriculteur, à la mort et à la vie, vraiment.
C'est beaucoup, pour eux, on dirait que la vie physique est beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, elle s'inscrit dans un cycle et elle est beaucoup plus manipulable. Euh, alors, Rudolf Steiner a donné sa vie pour trouver des solutions pour contrer le matérialisme et la technologie, la chimie qui était en train d'apparaître à son époque, parce qu'il a vu arriver un raz-de-marée colossal qui allait engloutir l'Occident et toute la planète dans la destruction et l'explosion de la chimie et tout ça, de l'artifice. Il a donné sa vie pour ça et si tu veux, il a voulu aller jusqu'au bout de son idée et il a rencontré des gens pour essayer de leur donner des solutions concrètes sur le terrain, des solutions efficaces. Donc il parlait à des agriculteurs qui avaient comme souci de produire de la nourriture pour des gens comme moi. C'est-à-dire que moi, je ne produis pas ma nourriture. Bon, dans le village essénien où j'habite, il y a de la production agricole, mais pas suffisamment pour me nourrir à toute l'année. Donc, il parle à des agriculteurs qui doivent produire pour des gens qui habitent en ville ou qui ne produisent pas leur nourriture entièrement. Donc ces agriculteurs ont un certain objectif, certaines conditions de travail. Ils ne sont pas en autosuffisance, si tu veux. Et c'est pour ça qu'il a voulu apporter des solutions. Donc il n'a pas forcément transmis un idéal absolu que chaque être humain cultive son caractère. Il était les deux pieds sur le plancher des vaches dans le concret et la réalité en se disant comment on pourrait faire pour qu'il y ait quand même des agriculteurs capables de produire en quantité commerciale. Tu vois, tu dois produire des champs de céleri, des champs de tomates, des champs de choux. Il faut que tu atteignes un certain rendement pour pouvoir fournir, mais sans détruire la terre. Et il a cherché cette solution, si tu veux. Il l'a cherché. Et il a trouvé cette solution. Donc il faut vraiment que tu comprennes déjà le contexte et sa préoccupation première et la solution qu'il a essayé d'apporter. Maintenant, cultiver sans tuer, fais-le. Fais-le, Marie Capucine, et crée une chaîne YouTube et explique les alternatives que tu as trouvées au macérat de spécimens morts de Rudolf Steiner. Tu comprends? Ce n'est pas absolu. Rudolf Steiner a trouvé des solutions à des problèmes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus loin, qu'on peut trouver une autre manière de faire. Tu comprends? C'est ouvert, c'est libre. Quand tu dis que tu veux cultiver la terre, si tu veux, sans tuer, si tu veux aller, selon moi, au bout de la démarche, il faut redevenir des chasseurs-cueilleurs ou des cueilleurs. Et il faut changer notre relation à la terre, parce qu'à partir du moment où l'humanité s'est dit « je vais rester au même endroit, je vais cultiver la terre, donc je vais provoquer des causes qui vont avoir des conséquences bénéfiques pour moi ». C'est ça l'agriculture. Tu entres dans quelque chose qui n'est plus naturel, simple et évident. Tu veux changer le cours des choses pour ton bénéfice. Du coup, la limace n'a plus du tout la même réalité, le même sens, la même implication, la même importance. Peut-être qu'en tant que chasseur-cueilleur, on les mangeait, les limaces. Et on se disait, si je la trouve, c'est qu'elle est pour moi. Ou alors on se disait, non, je ne veux pas tuer. Je ne peux tuer que ce qui est végétal, par exemple. Et à ce moment-là, je tue le végétal, je me limite librement et volontairement. Ce que moi je fais, par exemple, je ne mange pas ce qui a des yeux. Bon. Ou même ce qui n'en a pas, mais qui bouge. Mais à partir du moment où tu veux cultiver, tu rentres dans une autre dynamique et si tu veux, tu changes la création et l'espace-temps de vie des limaces, des dorifores, d'accord? Tu changes complètement leur lieu de vie, leur dynamique. Donc tu es obligé de trouver des solutions. Est-ce que tu dois faire des concessions et savoir que ce que tu fais n'est pas entièrement vraiment naturel? Tu comprends? Mais si tu fais de la permaculture et tu fais du jardinage de la terre, c'est super beau, hein, les productions en permaculture, mais c'est complètement un autre mode de penser que l'agriculture biodynamique. C'était une alternative à l'agriculture avec Bayer et toutes les méga conglomérats biochimiques qui ont créé la Commission européenne, qui ont créé les subventions, la politique agricole commune, toutes ces ignominies criminelles et ces offenses à l'univers.
C'est des offenses à la vie extrêmement graves. Tu vois, moi j'ai été élevé au lait issu de la politique agricole commune. Et j'aurais préféré être nourri au lait biodynamique. Ça aurait été moins pire, plus respectueux. Alors après qu'on utilise des méthodes comme ça, mais tu sais, c'est comme en homéopathie. Hein. En homéopathie, si tu regardes, il y a plein de remèdes qui sont assez dégueulasses. Il faut savoir ce qu'on veut faire, hein, mais c'est des choix de vie. Donc tu vois, est-ce qu'on peut cultiver sans tuer, Marie-Capucine? Je ne le sais pas vraiment parce que je ne l'ai jamais fait. Et je serais malhonnête de te dire, ben oui, parce que j'ai parlé avec un maître ascensionné de la 15e dimension qui m'a dit « Mes chers petits-enfants, vivez dans l'amour et ne tuez pas les limaces ». Tu comprends? Moi, je suis sur le plancher des vaches et je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas te donner de leçons, de choses que je n'ai pas vécues. Je pense que Rudolf Steiner, il a fait ce qu'il pensait être bien et le mieux possible pour répondre aux préoccupations des agriculteurs en face de lui. Tu vois, par exemple, moi personnellement, je suis contre la scolarisation. Et je suis pour le unschooling, c'est un mot anglais, tu pourras regarder ça sur internet, unschooling, c'est-à-dire je suis pour l'apprentissage libre et spontané dans des relations parents-enfants. Je ne suis pas pour mettre mon enfant dans une école. Et donc, tu vois, pas loin de chez moi, il y a une super école de Rudolf Steiner avec la pédagogie Waldorf, donc la pédagogie que Rudolf Steiner a transmise pour essayer de pallier aux problématiques des enseignants qui voulaient quand même enseigner dans des écoles. Donc tu vois, il voulait être dans le fonctionnement de l'école obligatoire pour les enfants, mais avec une manière différente, comme l'agriculture, une agriculture de production, mais différente. Eh bien moi, par exemple, je n'aime pas et je n'ai pas envoyé mes enfants dans cette école de Waldorf. Je suis contre le principe même. Donc si j'avais rencontré Rudolf Steiner, je lui ai dit c'est génial, mais moi je ne vais même pas mettre mes enfants, même à ton école Waldorf. Je ne vais pas le faire. Tu comprends donc? Et pourtant, pour moi, Rudolf Steiner, c'est un grand maître essénien que j'admire énormément. Et il a fait une œuvre dans certains cadres. Donc si toi, Marie-Capucine, tu peux développer une façon de cultiver sans tuer, c'est génial, et c'est super pour toi. Et bravo, et tu vas jusqu'au bout de tes convictions et de ta perception de ce que devrait être l'idéal de la vie. Maintenant, il y a l'idéal, il y a ce que tu réussis à incarner et à vivre. On est tous là-dedans, hein, je pense. Hein. Donc écoute, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tu vois, si tu veux vivre selon la compréhension très terre-à-terre des manuscrits de la mer morte de manger des graines germées, eh bien, tu vis, tu fais que ça, tu respires, tu respires le lever du soleil, le prana, ce qui est très très énergisant. Tu manges des germinations, tu n'as pas de problème du coup de limaces. Tu vis dans un environnement très sec en Palestine. Tu vis pas en Allemagne, parce que l'Allemagne c'est le royaume des limaces par exemple. Tu comprends, tu te donnes les conditions pour vivre selon ce qui te correspond le mieux. Mais tu vois, c'est comme si je disais, moi, à un autochtone qui vit en Sibérie ou au cercle polaire arctique au Canada, j'y vais avec ma philosophie essénienne et je leur dis, qu'est-ce que vous faites de manger des phoques et des baleines? Selon les règles de l'eau de l'enseignement essénien, tu ne mangeras pas ce qui a des yeux. Ben, je serais le roi des imbéciles. Et il devrait me dire rentre chez toi et puis va ne pas manger ce qui a des yeux chez toi et laisse-nous vivre où on est. Tu comprends? Tu vas pas aller donner des leçons d'alimentation vivante à des gens qui vivent sur le cercle polaire. Ils ont l'alimentation qui leur correspond et que la nature leur donne. C'est important de le relativiser, toujours de le placer dans le contexte. Donc tu vois, pas de dogme chez les Esséniens, pas d'obligation déconnectée de ce que la terre sous tes pieds te dit. C'est très très important. Bon, je suis désolé, il a duré vraiment hyper longtemps. Pourtant, j'ai pas pris beaucoup de questions, mais j'ai vraiment voulu prendre du temps pour répondre à propos des masques et du confinement. J'ai reçu tellement de questions là-dessus. Bon, je reçois beaucoup de questions, mais vraiment là-dessus, j'en ai reçu énormément et j'espère que ça vous a donné des éléments de réponse intéressants. Servons-nous de ces expériences. Sachons que les choses qui arrivent à l'extérieur ont commencé à l'intérieur depuis longtemps, sachant qu'on ne vit pas les choses par hasard et qu'on a intérêt à en tirer des leçons pour faire des choix de vie correspondants, sachant qu'il faut aller au bout de nos expériences et de nos convictions et ne pas être des êtres d'opinion.
Sinon, on est dans l'opinion. Alors après, on va discuter toute notre vie pour savoir si c'est mieux bleu turquoise, vert turquoise ou bleu... tu comprends? Ça n'a aucun intérêt. Vivons et faisons ce qu'on pense qui est vrai et que notre vie soit l'expression de notre conviction et qu'on n'ait pas à convaincre. Quand tu veux convaincre quelqu'un, c'est que tu n'es pas sûr de toi, hein. Quand tu mets quelqu'un sur ta page, tu vois, t'as un site internet et tu as une page, attention, je n'ai rien à voir avec les Esséniens de Guillaume Kézak, ce sont des êtres négatifs, ignobles. Quand tu as besoin de te justifier de cette façon-là, c'est que tu n'as pas du tout confiance dans ton travail. Tu comprends? Quand dans la cour de récréation, tu étais gamin, tu avais besoin de dire lui il est méchant, lui non, je suis pas son ami, il est nul. Mais c'est que t'es pas qui tu es. Quand tu es qui tu es, tu t'en fous. Tu t'en fous des autres. Ils ont qu'à être qui ils sont et c'est tout. Il y a de la place pour tout le monde, non? Bon allez, c'est assez. Alors merci de votre écoute. Et puis si vous voulez m'écrire des questions sur mon site internet guillamekezak.com. Et puis à très bientôt. Merci de votre attention bienveillante. À bientôt pour d'autres aventures.